Bonsoir à tous, bienvenue dans ce 7-8 Sport sur TV78, l'émission à ne pas manquer si vous êtes un passionné de sport local. C'est parti pour le sommaire de ce magazine. Football, le quart de finale de Coupe de France Bergerac-Versailles est programmé ce mercredi à Périgueux. Nous avons suivi les Versaillais sur la dernière semaine, reportage à suivre. Rugby, l'Union Rugby Centre 78 s'est imposée sur son terrain contre Vitry ce dimanche, une victoire qui permet au club de remonter au classement du championnat de Division Honneur. Le résumé, équitation, coup de projecteur aujourd'hui sur Christopher Six, médaillé de bronze aux Jeux Olympiques de Tokyo cet été. Ce sera notre module découverte. L'actualité sportive, c'est maintenant sur TV78. Je vous le disais, dans les titres, on va commencer par du football. Versailles affrontera à Bergerac ce mercredi en quart de finale de la Coupe de France. La rencontre s'annonce bouillante entre les deux équipes de National 2. Nous avons suivi les Versaillais sur cette dernière semaine. Des images de Grégory Canalé et Bichente Merian Santisteban. Lundi 31 janvier, le petit poussé Versailles est fixé sur son sort. Le club yvinois affrontera à l'extérieur Bergerac en quart de finale de la Coupe de France. Un autre pensionnaire du championnat de National 2, un adversaire pas forcément espéré. Au-delà de jouer Bergerac, on est surtout triste de ne pas recevoir pour notre public, quoi. Ça reste un match de coupe quand même, mais c'est surtout une place qui se joue pour la demi-finale. Et on va tout donner, de toute façon on se dit que tout est possible pour aller en demi-finale. Mais avant de penser à ce match historique pour le club versaillais, les hommes de l'entraîneur Youssef Chibi reçoivent Guingamp au stade Mauboron. L'occasion de préparer au mieux le match de coupe. Cette 17e journée de National 2 débute bien pour les joueurs locaux, avec cette magnifique frappe de la recrue hivernale Johan Brun à la 17e minute de jeu, 1-0. Je tente ma chance, Après le gardien il me fait un petit cadeau aussi parce qu'il est sur la trajectoire, il se trouve un peu. Voilà, j'ai pris ma chance, ça m'a réussi. Mais la machine se grippe, Guingamp égalise sur cette action juste avant la pause. Versailles réagit en seconde période. Le club se procure des occasions et touchera les montants, mais ne marquera pas. Score final 1-1. Malheureusement, il nous a manqué cette qualité dans la finition, puisqu'avec un poteau, une barre, des situations arrêtées par l'adversaire, on n'a pas pu traduire le bon comportement des garçons. Au coup de sifflet final, les Yvinois se projetaient déjà sur le match contre Bergerac. Déjà là, on va essayer de récupérer. Voilà, on va récupérer pour jouer mercredi. Donc il va falloir switcher dans nos têtes pour passer au quart de finale et tout faire pour essayer d'aller accrocher une demi-finale de Coupe de France. On va s'attacher à se reposer dès demain pour ensuite ouvrir la parenthèse Coupe de France dès lundi et se préparer au mieux pour cette rencontre mercredi. On a une semaine assez chargée avec 3 matchs. À nous de faire en sorte de revenir avec des points et du sourire. Ce lundi 7 février, avant-dernier entraînement au stade de Porchefontaine avant le grand départ pour Périgueux. Sous le soleil, dans une ambiance détendue mais studieuse, le staff est revenu sur le match de ce week-end contre Guingamp avant de procéder à un décrassage. Les joueurs ne sont pas encore dans le stress et dans la préparation et la concentration du match. Non, c'est un peu une remise en jambe, un entraînement un peu ludique pour récupérer du match de samedi et puis se préparer dans la bonne humeur avec des jeux au match qui nous attend. Donc oui, c'est un petit intermède entre deux matchs. L'occasion également pour les joueurs de se mettre dans leur bulle face à l'engouement médiatique d'un tel événement. Je sens que ça monte progressivement. Après, moi, je ne vais pas aller marcher dans toutes les villes, me rendre compte de l'engouement, mais en tout cas au niveau de mes proches, je sens qu'il y a de l'engouement qui monte. Même quand vous voyez sur les arrêts de bus, il y a même des affiches un peu par rapport au match de Coupe de France. Donc ça monte progressivement et on va essayer de faire perdurer cet engouement. Les Versaillais partiront ce mardi 8 février en train direction Bordeaux. Ils prendront ensuite un bus pour aller à Périgueux. Un périple avec un objectif en tête, marquer encore un peu plus l'histoire des Yvelines. Jamais un club du département n'avait atteint un quart de finale de Coupe de France. Versailles va-t-il l'emporter contre Bergerac ce mercredi à 18h30 ? Nous avons posé la question aux supporters versaillais et on peut le dire, ils y croient. Regardez. Sur un match comme ça, les deux équipes ont leur chance. Maintenant, ça se jouera peut-être sur un coup du sort, je ne sais pas. Une victoire de Versailles aux prolongations. Je verrais peut-être un 2-1 pour Versailles. Parfait. Ça va être serré. Ouais, serré. Et un petit but de Djoko là, 88e, débordement. Voilà, on y croit. Versailles gagne. Après combien Peut-être 3-1.
Et on espère nous aussi une victoire de Versailles. On va maintenant parler rugby. L'Union Rugby Centre 78 recevait Vitry ce week-end dans le championnat de division honneur. Un match équilibré sur le papier qui s'est soldé par une très belle victoire des Yvelinois. Le résumé du match, un montage de Xavier Jalin. Des conditions climatiques anglo-saxonnes pour ce choc de division honneur. L'Union Rugby Centre 78 recevait à Montigny-le-Bretonneux le club de Vitry à l'occasion de la 13e journée. Sous la pluie, les Yvelinois subissent dans un premier temps les assauts des joueurs du Val-de-Marne avant de se reprendre puis de marquer 7 essais 16-8 à la pause. C'est vrai qu'au début, faut le temps quand même de travailler un peu les défenses et l'équipe en face, mais après en mettant en place notre jeu, on a su les mettre en difficulté et puis au fur et à mesure construire notre match en fait. Au retour des vestiaires, l'URC 78 déroule et les joueurs du 94 sont sous l'eau et ne marqueront plus. Le score à la fin de la rencontre est sans appel, 29-8 pour les Saint-Quentinois. Le score est assez large, mais il ne faut pas oublier qu'on a mis 30 minutes à rentrer dans le match. On avait accumulé les fautes, on a manqué de rigueur, mais on a su se reprendre et les consignes ont été appliquées en deuxième mi-temps, donc ça c'est satisfaisant. Ouais. On aurait pu davantage scorer puisqu'on passe presque 20 minutes dans leur 22, donc on a du travail, mais c'est ça qui est bien. Au classement, les Yvelinois se retrouvent désormais à la 5e place avec 2 matchs en moins, de bon augure pour la suite du championnat. Top 5, oui, et ce qui serait vraiment très très bien pour, comme on a un jeune groupe, ça serait 4e place qui sera peut-être qualificative, donc on va essayer de l'accrocher. Prochain match pour l'URC 78 ce dimanche 13 février à 15h face aux voisins Chevreuse, un derby important avec 2 équipes figurant dans le top 5 du classement. On continue notre tour d'horizon des résultats sportifs du week-end dans le département avec Bichente Mérion Santisteban qui nous a rejoint sur ce plateau. Bonsoir Mickaël. Bonsoir. Alors on va commencer tout de suite par du football, comme d'habitude. Exactement, comme à notre habitude. Ça fait un petit moment qu'on n'a pas parlé de Morpa, d'abord en Régional 3 qui est récemment monté et qui fait un beau parcours pour l'instant. Le club l'a emporté ce week-end 3-2 sur le terrain de la réserve de Chili-Morangis. Avec ce résultat, Morpa s'intercale à la 2e place, 4 points derrière le leader, le Gretz Tournant SC, et 4 points devant le Paré SC. Le club est donc toujours en course pour la montée en Régional 2, tout comme la réserve du Versailles FC 78, en embuscade à la 4e position, malgré les 2 points perdus ce week-end à la maison face au Mai Sport B. Du football, mais américain maintenant. Oui, 3e match et 3e victoire de rang pour les Templiers d'Elancourt en 2e division nationale. Score 21-7 face aux Corsaires d'Evry. Les Templiers poursuivent leur rêve de retrouver l'élite. Il leur reste 10 journées de championnat pour cela, avant les playoffs qui se joueront potentiellement en fin mai pour le club élancourtois. Du basket à présent et Trappes qui chute. Oui, qui chute face au premier de la division, le Levallois Sporting Club. Défaite 59-54 pour les Trappistes qui évoluent à domicile. C'est la 4e défaite pour l'ESC Trappes en 15 matchs, mais pas de panique, le club reste 3e au classement avant d'affronter son homologue yvelinois Marly-le-Roi qui vit une saison plus délicate. Dernier au classement, ils ont subi un revers de plus ce samedi sur le parquet de l'équipe 2 de Rueil. Enfin, du handball, et on commence à s'inquiéter pour les féminines de Montigny-Bretonneux. Oui, la défaite, une de plus ce week-end en Bretagne contre le Rose Hand qui alourdit le bilan des Igny-Montaigne. Dans cette division de National 2, le score 27-25, c'est le 7e match de rang sans victoire, Mickaël, pour le club qui n'a plus connu le succès depuis le 2 octobre dernier. C'était face à Ici Paris, ça commence à remonter quand même. Et côté garçons, ça jouait en National 3. Oui, le Chesnay Yvelines Handball qui réalise une bonne saison s'est incliné face à un concurrent direct, Waterloo, et pas Waterloo, Mickaël, club originaire des Hauts-de-France, plus précisément de la métropole lilloise, frontalier avec la Belgique. Merci pour le cours de géographie. C'est ça, j'apporte quelques précisions puisque la division au final est grande géographiquement. Les Chénésiens n'ont pas réussi à rivaliser et perdent 5 points. Ils perdent de 5 points, 27-22. Bilan du club en 12 journées, 7 victoires et 4 défaites dans une poule 4 de National 3 très serrée et où rien n'est encore joué. Merci à Bichente pour toutes ces précisions. On vous retrouve la semaine prochaine. Bien évidemment, Mickaël. Chaque lundi, on vous retrouve. Alors, on va maintenant parler des Jeux Olympiques d'hiver de Pékin. Vous allez me dire que cela ne concerne a priori pas les Yvelines. Et bien si, une ancienne plaisiroise, Sandy Claire, va participer à l'événement planétaire. Cette ancienne pistard de l'équipe de France qui a déjà participé aux JO de 2012 et 2016 va participer cette fois-ci aux JO d'hiver en bobsleigh à 2. Elle sera la remplaçante du duo féminin. Elle nous explique pourquoi elle s'est lancée dans cette discipline.
Quand je faisais du vélo, c'est mon frère qui m'entraînait et en fait on délirait. Enfin, c'est parti d'un délire où on se disait toi, donc lui, tu piloteras et puis moi je pousserai et en fait voilà, j'ai voulu vraiment tester ce que ça faisait une descente de bob. Donc voilà, j'ai contacté la pilote Margot Bock. Et puis donc ça c'était pendant le confinement, donc au printemps 2020. Moi c'était vraiment d'abord dans un but, c'était plaisir quoi, vraiment découverte. Et au final, j'ai accroché tout de suite. Les qualités physiques, c'est les mêmes, parce qu'il faut être à la fois fort, rapide, donc puissant. Mais par contre, je passe d'un vélo, donc un sport porté, à... c'est de la course à pied en fait. Pour s'entraîner, on fait de la musculation et de l'athlétisme, du sprint. Et là, par contre, moi, j'ai jamais couru de ma vie. Il a fallu que j'apprenne à courir. Savoir bien pousser, bien monter le genou, la pose du pied au sol, c'est plein de petits détails, mais c'est hyper technique. La course, c'est très très technique. Donc c'était vraiment un pari, un défi énorme quoi. Je suis sélectionnée en tant que remplaçante. Donc c'est vrai que de ce côté-là, je suis un petit peu déçue parce que je voulais être titulaire. Mais c'est comme ça, c'est le sport. On a fait des tests de sélection et ça s'est pas passé pour un petit peu plus de 200e. Donc c'est un peu rageant, mais bon, c'est comme ça. Et moi, mon objectif, là, ça va être de soutenir l'équipe et puis d'être présente si des fois... ça se passe mal malheureusement pour la titulaire. En fait, il faut absolument que je reste en forme et que je reste... performante. En golf, après 2 ans d'absence, l'Open de France sera bien de retour du 22 au 25 septembre sur les greens du Golf National de Saint-Quentin en Yvelines. Et le rendez-vous aura un sponsor titre, le groupe Cazoo, spécialisé dans la vente de voitures en ligne. Une bonne nouvelle pour l'événement qui aura une dotation de 3 millions d'euros, le double de l'édition 2019. TV78 vous propose maintenant de découvrir un champion d'exception à Christopher Six. Le cavalier international yvelinois a remporté une médaille de bronze aux derniers Jeux Olympiques de Tokyo. Nous sommes allés à sa rencontre à Gazeran. Regardez. Aujourd'hui, TV78 est à Gazeran pour rencontrer Christopher Six. Le cavalier a remporté une brillante médaille de bronze au dernier JO de Tokyo. Christopher Six est donc à mes côtés. Alors avant de parler de votre palmarès et de cette brillante médaille de bronze que vous avez remportée au JO de Tokyo, on va revenir sur votre parcours. Alors vous êtes né en 1985 à Longjumeau, en Essonne, et vous avez débuté dans un poney club en Essonne à l'âge de 7 ans, hein, c'est bien ça? Exactement, j'ai commencé au Val-Saint-Germain, au centre équestre de la Licorne, qui était à l'époque dirigé par Jean-François Laurent. Voilà, j'ai fait mes premiers cours d'équitation là-bas, à poney, puis après passer tranquillement à cheval, en grandissant. Alors vos parents n'étaient pas cavaliers, hein, il faut le préciser. Absolument pas. Ma mère était comptable et mon père travaillait dans une entreprise de machines automatisées, donc rien à voir avec les chevaux. Et du coup, le déclic, c'est à quel âge? À quel âge vous avez voulu faire de la compétition? 15 ans, je crois. Hein. Ouais, c'est autour de l'adolescence, 15-16 ans, où vraiment j'ai fait mes premiers concours amateurs et ça m'a vraiment passionné. Donc c'est à ce moment-là où je me suis dit que j'aimerais bien tenter dans ce milieu-là et percer à haut niveau. Et vous devenez professionnel à 21 ans, c'est bien ça? Oui, je commence à me professionnaliser à 21 ans. J'ai acquéri une jument me permettant de commencer à atteindre les épreuves internationales. Donc c'est à partir de cette période-là que je suis devenu professionnel du milieu. Votre entourage vous a poussé peut-être à vous lancer comme professionnel? Alors on va pas dire qu'ils m'ont poussé, ils m'ont pas freiné non plus. Ils connaissaient un petit peu la dureté de ce milieu-là et que percer c'est pas si facile, faire du haut niveau c'est assez compliqué. Donc ils m'ont aidé comme ils pouvaient. On va pas dire qu'ils m'ont poussé, ils auraient peut-être préféré que je fasse plus d'études et que je sois médecin ou avocat, mais moi ça m'intéressait pas. Oui, ça demande beaucoup d'investissement, hein, j'imagine. C'est chronophage, hein. C'est 7 jours sur 7, c'est 12 heures par jour, c'est
si on veut réussir à percer, le haut niveau c'est exigeant, donc faut sans cesse travailler, renouveler son piquet de chevaux, se remettre en question, faire des stages, aller en compétition, c'est beaucoup de temps. Et vous avez créé ces écuries, c'était en 2015, ici à Gazeran. Pourquoi les Yvelines ? Les Yvelines, c'est vrai que c'est quand même porteur dans le milieu du cheval. Il y a beaucoup d'écuries, c'est près de la ville et puis en même temps c'est quand même assez rural. J'ai mis du temps à trouver cet endroit-là, j'ai cherché pendant presque 2 ans. Moi je me basais à Limours dans le 91, je voulais pas trop m'éloigner parce que j'avais des clients déjà là-bas. Donc je m'étais dit à 35-40 km à la ronde, fallait que je trouve un endroit et c'est vrai que je suis tombé sur cette écurie. C'est vraiment une terre d'équitation, les Yvelines ? Oui, c'est une terre d'équitation. Il y a des écuries tous les 10 km, il y a beaucoup de professionnels. Ce qui est bien, moi je pense que quand il y a beaucoup de personnes dans un milieu, c'est assez porteur. Et puis en plus, ça va être encore plus une terre d'équitation parce que les Jeux de Paris seront à Versailles, donc Versailles dans le 78, donc c'est vrai que c'est quand même assez incroyable, quoi. Et ces écuries, c'est vraiment l'endroit idéal pour performer au haut niveau, ici ? Je ne sais pas si c'est l'endroit idéal, parce que l'endroit idéal, je l'ai dans ma tête, mais je n'ai pas les moyens de me le financer. Donc j'aimerais avoir plus de surface, ce qui n'est pas facile à trouver en Ile-de-France. L'hectare est dur à trouver, mais c'est un très bon outil de travail. Tout est assez condensé, on n'est pas trop loin des grands axes pour aller en compétition, parce que mine de rien, on passe du temps sur la route. Donc il y a des gros avantages, idéal non, mais performant oui. Et vous avez un cheval qui a fait beaucoup parler de lui ces derniers mois, Totem de Bressé. Comment ça s'est passé cette histoire avec ce cheval ? Je crois que c'est assez particulier. C'est assez particulier parce que ce cheval-là, je l'ai rencontré parce que c'était le cheval d'une de mes clientes, qui est toujours la propriétaire d'ailleurs, mais c'est elle qui le montait en compétition. Donc moi je la coachais, je l'emmenais en concours, je la faisais travailler avec ce cheval-là. Donc c'est comme ça que je l'ai connu. Et puis après, cette personne-là a fait des études d'avocat et n'avait plus trop le temps de monter. Donc ses parents m'ont demandé de prendre le relais, de ressortir le cheval en concours pour le commercialiser, le vendre. Donc c'est ce que j'ai fait. Et puis les concours se sont un peu enchaînés au départ sur un niveau intermédiaire. Et le cheval a répondu présent et était vraiment très performant, il a monté en niveau et les propriétaires ont décidé de le garder parce qu'ils se sont prêtés au jeu de la compétition et de venir le voir sur les plus beaux terrains d'Europe, ça les a vraiment amusés. Et ce lien du coup avec un cheval qui n'est pas le vôtre à la base, c'est assez particulier dans le monde de l'équitation ou pas vraiment ? Non, c'est pas particulier, c'est notre métier de nous adapter aux chevaux avec leurs qualités et leurs défauts. Alors c'est vrai que quand on les forme dès 4 ans, c'est plus facile. Ce cheval-là, moi j'ai commencé à le monter à 10 ans. Après, je me suis très vite bien entendu avec, donc tout a été très vite, mais ça peut prendre plus de temps. Mais c'est assez courant, ça peut arriver. Et qu'est-ce qui fait que ça marche finalement avec un cheval ? C'est 2 caractères qui sont compatibles ou pas. Un très bon cheval peut très bien fonctionner avec un cavalier, moins bien avec un autre, même si les 2 cavaliers sont très bons. On a tous un peu nos préférences de caractère. C'est un couple en fait, c'est comme 2 êtres humains. Il y en a qui aiment bien les chevaux avec du caractère, d'autres qui aiment des chevaux avec un peu moins de caractère. Il n'y a pas trop de règles, c'est des affinités qui se créent en fait. Alors on va continuer à parler de votre parcours, Christopher Six, et de cette médaille de bronze que vous avez remportée à Tokyo. Mais juste avant, on va regarder ce reportage. Notre journaliste Mathilde Francou, spécialiste des chevaux, a passé 1 heure avec vous. Regardez. Comme vous le savez, aujourd'hui, on est dans les écuries de Christopher Six. Alors moi, je suis passionnée d'équitation, j'en fais depuis que je suis toute petite. Et aujourd'hui, on va essayer de tenter de savoir comment décrocher une médaille olympique. C'est parti. Alors comment ça s'est passé cette première séance de saut depuis les JO de Tokyo ? Je suis très content, il n'a pas oublié comment on faisait pour passer au-dessus des barres. Effectivement, la dernière fois qu'il avait sauté un obstacle, c'était à Tokyo. Il a eu une grande pause, j'ai pris le parti de lui faire un vrai break pour qu'il récupère de cette échéance-là. Là maintenant, les jours commencent à être comptés avant le début de saison 2022, donc faut s'y remettre et
Voilà, j'ai pris mon temps parce que c'est un très bon sauteur, il n'a pas besoin de sauter beaucoup avant le premier concours. Est-ce que vous pouvez nous donner des astuces de pro? Je sais pas, est-ce que vous avez des manies? Est-ce que vous faites des choses régulières? Un travail que vous faites tous les jours? Est-ce que vous avez des petites astuces de champion olympique? Déjà, alors je sais pas s'il y a beaucoup d'astuces. Mes chevaux travaillent pratiquement tous les jours. Ils ont un jour de off par semaine où là, ils n'ont pas la selle sur le dos, ils vont que au paddock. Mais sinon, on monte dessus 6 jours sur 7. Et après, on varie beaucoup le travail. Par contre, ils vont alterner entre du travail sur le dressage, du travail à l'obstacle, des extérieurs, où ils vont juste aller se balader. Et puis après, il y a aussi les préparations, les galops pour la mise en souffle, la condition et tout ça. Donc j'essaye vraiment de varier le plus possible pour pas que le cheval il soit blasé par le travail en fait. Plus on va varier le travail, plus il va être content de travailler, quoi. Voilà, maintenant vous savez tout pour devenir champion olympique ou presque, parce que je pense qu'il y a une sacrée dose de talent à avoir tout de même. Superbe séquence avec Mathilde Francou. Alors on va maintenant parler des Jeux Olympiques de Tokyo. Vous avez participé à l'événement alors que vous étiez à la base remplaçant. Racontez-nous. Oui, j'étais 4e, donc premier réserviste à l'annonce de la sélection. Voilà, une petite déception au départ. Forcément, avec les résultats que nous avions fait avec Totem durant les 2 dernières années, nous espérions être dans les 3 titulaires. Le format a changé cette année pour les Jeux. Donc le sélectionneur voulait des cavaliers qui avaient déjà fait les Jeux Olympiques. Donc forcément, moi, c'était pas le cas. C'est pour ça que j'étais 4e sur le premier listing. Et puis lors de la première semaine de préparation, il y a un des cavaliers, Thibaut Valette, son cheval était un petit peu moyen physiquement. Donc tout le staff a décidé de jeter l'éponge et c'est là où j'ai intégré l'équipe première. Et ce n'était pas trop dur justement de s'organiser à la dernière minute avec Totem de Bresset? Non, parce qu'en tant que 4e, de toute façon, je prenais l'avion et je devais aller là-bas. Donc toutes les affaires étaient déjà préparées. Moi, pour moi, j'allais là-bas, je courais ou je courais pas, je ne savais pas encore. Mais dans tous les cas, toute la logistique était mise en place pour que je prenne l'avion et que j'aille passer les 15 jours à Tokyo, quoi. C'était quoi finalement les Jeux Olympiques pour vous? C'était un rêve, l'aboutissement peut-être d'une carrière? Les Jeux Olympiques, c'est le rêve de tout sportif, je pense. C'est un événement à part. On connaît les championnats d'Europe, on connaît les championnats du monde. Donc voilà, mais les Jeux Olympiques, c'est vivre au village olympique, c'est partager des moments avec d'autres sportifs qui ne font pas du tout notre sport. C'est des échanges, c'est différent. Vous avez donc remporté une médaille de bronze là-bas. Est-ce que vous vous attendiez à performer avant de partir ? On voulait vraiment être dans les 5 premiers au final. Après, une médaille, quand on va au jeu, on a forcément envie de ramener une médaille. Ça, c'est quelque chose, c'est une envie vraiment. C'est vraiment une grosse envie. Par contre, après, on sait que tout peut arriver. Les scores sont toujours très serrés. Le moindre petit pépin peut faire basculer une nation dans le fond du classement. Donc faut réussir un petit peu à interpréter, à s'adapter à tout moment. Et c'est ça qui rend les choses un peu plus difficiles que sur un concours lambda. Alors la consécration arrive le 2 août. Vous montez donc sur la 3e marche du podium dans l'épreuve du concours complet par équipe. C'était quoi Qu'est-ce qui s'est passé dans votre tête ? Et déjà, quand j'ai fini, parce que je suis passé en dernier, donc quand j'ai fini le parcours, je cherchais mon résultat absolument pour être sûr que j'avais commis aucune faute, parce que dans la concentration, on ne se rend pas forcément compte. Et j'arrivais pas à voir mon résultat, parce qu'avec les projecteurs et tout, j'étais un peu déboussolé. Et en sortie de piste, mes camarades, mes coéquipiers, tout le staff français m'ont sauté dessus. Et là, j'ai compris qu'on avait une médaille. Je ne savais pas laquelle, mais je me suis dit, ça y est, le boulot est fait, on peut respirer un coup, c'est fini, quoi. Vous avez l'impression peut-être d'avoir réalisé quelque chose de grand. Je crois que ce n'est arrivé qu'à 4 reprises dans l'histoire de la France aux Jeux Olympiques. En 68, c'était la première et du coup la dernière en 2021. Est-ce que c'est quelque chose de grand que vous avez accompli ?
On marque l'histoire en fait, c'est ça qui est impressionnant, c'est qu'effectivement, concours complet, il y a eu 4 médailles, donc ça fait pas beaucoup, mine de rien. C'est quelque chose qui est difficile à avoir, donc quand on en a une, on la garde précieusement, on la serre très fort dans notre main et on dit celle-là, je veux pas la perdre. Et comment vous avez fêté ça, du coup, cette médaille de bronze ? On a fêté ça assez tranquillement là-bas parce qu'on est parti assez rapidement. Le lendemain de la compétition, on était dans l'avion. Et puis on a fini tard le lundi soir. Par contre, on a fêté ça en rentrant avec mes amis, mes propriétaires. C'était un bon moment. Et du coup, l'avenir, c'est quoi pour vous et Totem de Bressuire ? L'avenir à court terme, donc cette année, il y a les championnats du monde qui se passent à Pratoni en Italie. Ça se déroulera au mois de septembre. Et l'année prochaine, il y aura les championnats d'Europe au Haras du Pin en France. Voilà. Et forcément, en 2024, les Jeux de Paris restent mon objectif premier. Alors c'est sûr que c'est dans 2 ans et demi, c'est court et c'est long à la fois. C'est court pour former un cheval, c'est long pour en garder un en bonne santé. Donc je garde ça en tête. Maintenant, faut pas non plus y penser qu'à ça parce que sinon on vit plus. Mais c'est vraiment rangé dans un coin de ma tête comme Tokyo était rangé. Et le but, c'est qu'il aille à Paris. Et le plus beau truc que j'aimerais faire, c'est lui enlever la selle et qu'il prenne sa retraite à Paris. Et vous l'avez dit, ça sera dans les Yvelines, les épreuves vont se dérouler à Versailles. Est-ce que c'est une source de motivation supplémentaire, sachant que vous êtes dans les Yvelines, vous ? Oui, forcément courir dans son département, courir dans son pays, dans sa région, c'est quelque chose d'incroyable. Le château de Versailles aussi. Ça va être un lieu magique. J'ai vu quelques images, des images de synthèse, comment ça allait être. Ça va juste être somptueux, ça va être un cadre magique, donc forcément c'est une motivation supplémentaire. Oui. Et du coup, ça sera quoi votre plus grand rêve à Paris ? Une médaille d'or là, forcément, vous avez le bronze, c'est argent ou or en fait, c'est ça ? Une médaille olympique, alors forcément si c'est l'or, c'est le Graal. Après une médaille olympique, c'est quand même très beau, donc déjà les faire et essayer de ramener une médaille pour son pays, ça serait génial. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour les prochains mois, les prochaines années, Christopher Six ? Que Totem reste en pleine forme jusqu'à Paris et qu'il fasse chanter la Marseillaise à tout le monde à Versailles. Merci à vous Christopher Six et on vous le souhaite. Vous l'aurez compris, Christopher Six a d'énormes ambitions et pourquoi pas une médaille d'or aux Jeux Olympiques de Paris en 2024. C'est la fin de cette émission, merci de l'avoir suivi, à bientôt sur TV78.